Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier la professeure Monica Jezak de l'invitation de vous faire cette présentation. Alors, j'ai légèrement changé mon titre. Pour les prochains 20 à 25 minutes, je vais vous entretenir sur les recherches que j'ai faites durant les 20 dernières années sur l'expérience universitaire des francophones de contexte minoritaire en Ontario. Alors, voici ce que je vous présente comme plan. C'est très important pour moi de vous présenter du contexte. Alors, un contexte par rapport à moi-même, par rapport à mes recherches et par rapport à la situation du milieu universitaire en Ontario. Je vais vous partager ensuite quelques concepts pour s'assurer qu'on utilise les mêmes expressions avec la même interprétation. Je vais vous passer ensuite quelques données probantes qui ont été recueillies entre 2003 et 2020. Puis ensuite, ce qui est plus important pour moi, c'est de regarder, eh bien, face à tout ça, où en sommes-nous? Alors, puis, qu'en est-il de la question d'accès? Puis, après toutes ces données, qu'est-ce qu'on fait? Et je vais terminer avec un mot de la fin qui va peut-être soulever certains mots donc, le double entente de l'expression, si vous voulez. Alors, allons-y. Alors, afin d'être entièrement transparente avec vous, je trouve qu'il est toujours important de savoir qui vous écoutez. Afin d'identifier peut-être certains biais, certains préjugés, certaines postures qui vous permettront de comprendre davantage ce qui informe l'information que je vais vous partager. Alors, je suis franco-ontarienne, je suis née à Sudbury, mais j'ai passé mes années formatrices dans le centre-sud-ouest de l'Ontario. Donc, j'ai un fort attachement à cette région-là et à la cause des francophones de cette région-là. J'ai passé la majorité de ma vie dans le petit triangle entre Toronto, Trenton et la région du lac Nipissing dans le moyen-nord de l'Ontario. Avant tout, je me définis comme une pédagogue. Je suis tardive à une vocation universitaire. J'ai fait ma formation à l'enseignement après avoir fait un bac en histoire et un bac en sciences. Et je me suis dirigée vers l'enseignement dans la région du Grand Toronto, que ce soit à Mississauga ou encore dans la région d'Oshawa. Ce qui m'a motivée à poursuivre des études supérieures, alors d'abord la maîtrise en éducation et après le doctorat. Le doctorat, je l'ai quand même seulement commencé en 2000. C'était ma volonté d'améliorer l'expérience de mes élèves du secondaire et particulièrement la question de transition aux études postsecondaires. Alors, ma maîtrise traitait vraiment des questions de politique et aménagement linguistique dans les années 90. J'étais nouvelle directrice d'école. J'avais créé et fondé une école secondaire à Trenton. Et c'était en milieu de défense nationale, là, sur une base aéroportée. Et je devais vraiment voir quel était l'impact des différentes politiques linguistiques sur le choix des élèves de poursuivre leurs études après la 6e année ou après la 8e année dans une école secondaire de langue française qui, malheureusement, n'avait pas une équité au niveau des ressources, au niveau du personnel, au niveau de l'infrastructure que les écoles anglophones de la région. Et une grande partie de mes élèves provenaient de familles québécoises qui s'étaient déplacées partout au Canada et même dans le monde. Alors, comment est-ce que je pouvais vraiment comprendre les enjeux de politique linguistique pour assurer le recrutement et la rétention de mes élèves jusqu'à la fin du secondaire? Plus l'école a avancé, lorsque j'ai eu des diplômés, je les voyais quitter pour les études postsecondaires des jeunes forts, confiants, d'identité francophone forte. Mais lorsqu'ils venaient me visiter durant la première session en milieu postsecondaire, je les trouvais parfois un fantôme d'eux-mêmes. Ils vivaient des expériences dans ces premiers mois-là
qui faisaient une remise en question de leur identité francophone. Donc, en tant que directrice d'école, je me questionnais vraiment à savoir où j'avais manqué, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour assurer une meilleure transition postsecondaire, académique, sociale et au niveau de l'identité linguistique de mes élèves. Alors, c'est vraiment, mes travaux touchent la politique et l'aménagement linguistique, la question d'identité linguistique, d'identité étudiante. Alors, on rentre ici dans ce qu'on appelle le métier d'élève ou le métier d'étudiant. Je m'intéresse tant à la transition sociale, les questions du social et les questions académiques. Puis, je porte un œil particulier aux relations de pouvoir, les questions d'équité, diversité à tous les niveaux. Et je vous admets un billet duquel je suis fière et que je ne cherche pas à évacuer. Je priorise avant tout la voix des élèves et la voix des étudiants. Je suis de l'avis que les perspectives institutionnelles sont bien connues, ce qui est moins bien connu et peut-être ce qui ne vient pas assez aux yeux des décideurs, c'est vraiment la question de la voix des élèves et de la voix des étudiants. Alors, mon vécu vraiment sert de moteur à mon programme de recherche. Alors, vous avez compris que c'est vraiment mes expériences de direction d'école qui m'ont poussée dans mes études au cycle supérieur. Mais mon identité et ma posture de franco-ontarienne engagée vient vraiment de ma famille. Alors, le travail de mes parents, de mes grands-parents face au fait français en Ontario ou au manque de capacité d'utiliser le français dans toutes les sphères de la vie publique et pas juste dans la vie personnelle, les langues officielles, les expériences vécues lorsque j'ai déménagé à Ottawa en 1975, 114-115, lorsque j'étais en 4e, 5e année. Et c'était la première fois que moi, personnellement, j'ai vécu des situations de haine anti-français. La formation que j'ai reçue à l'île aux Chênes, qui était un camp d'été organisé par le Centre des jeunes de Sudbury, que j'ai fréquenté pendant 12 étés. Ma présence au balbutiement de la FESFO, la crise scolaire de Penetanguishene, la création de l'école secondaire Margarneau et toute une autre série d'expériences parfois positives, mais souvent très négatives, qui me démontrent que même si la loi sur les langues officielles du Canada existe depuis 1969, même si on a eu des grandes avancées en Ontario français, j'ai souvent à me reprendre, à rejustifier. Alors, ce sont des moments, oui, d'apprentissage, mais la question se pose en 2020, 2022, en 2015, est-ce qu'il y avait encore lieu d'avoir ces moments pour faire l'apprentissage des autres? Et on a vu ça avec le gouvernement de l'Ontario en 2018-2019, les décisions initiales par rapport à l'Université de l'Ontario français, par rapport au commissaire des langues officielles, toute l'affaire de Denise Bombardier. Ça fait vraiment, ça remet en question, mais je prends cette énergie-là et je la réinvestis dans mon programme de recherche. Alors, le programme de recherche a beaucoup évolué depuis 1995, où je m'attardais surtout à des questions d'identité linguistique, de politique linguistique scolaire de la 7e à la 12e année, pour ensuite questionner la transition du milieu scolaire au milieu postsecondaire, particulièrement universitaire. Encore l'identité linguistique, mais c'est devenu beaucoup plus grand que ça. C'est devenu des questions d'accès, de choix et d'expérience étudiante. D'abord, toujours pour la transition secondaire, premier cycle, mais aussi éventuellement la transition à travers des différents cycles et les questions de littératie postsecondaire avec la littératie scolaire. Alors, vers 2020, je me suis retrouvée à avoir un programme de recherche éclaté et la question de gestion des langues. Je suis chaire de recherche depuis 2017 sur la question de gestion des langues prend une place première et je constate qu'en fait, il manque énormément de données sur le puis-après. Alors, après que les gens ont fini le secondaire, après les gens ont fini leurs études postsecondaires en français,
quelle est la place de la langue française dans leur vie 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Et c'est vers là où mon programme s'oriente pour les prochaines années. Alors, rapidement, mes choix méthodologiques. Je fais de la recherche critique réflexive. Je préfère l'ethnographie, je fais de l'analyse de discours, je regarde le discours et les contre-discours, mais je vais utiliser une variété de méthodes. Je fais beaucoup de projets à méthode mixte avec des données quantitatives et qualitatives, des études de cas, mais je fais également des analyses quantitatives poussées sur le cheminement entre le secondaire et le postsecondaire. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est le puis-après. Alors, c'est pas juste de générer des données, c'est pas juste d'y réfléchir, mais comment est-ce qu'on peut appliquer ces résultats-là pour améliorer l'expérience vécue, dans mon cas, des étudiants, des étudiantes et des élèves. Maintenant, pour avoir un impact sur l'étudiant, sur l'élève, il faut aussi regarder le personnel scolaire, que ce soit des enseignants, des professeurs, mais aussi tout le personnel qui œuvre soit dans les écoles ou dans le milieu universitaire. Alors, avant de procéder, je vais brosser très rapidement quelques concepts qui sont importants. Si jamais vous avez des questions par rapport à mon cadre conceptuel, par rapport à d'autres concepts, là, je vous avoue que je suis très bourdeusienne, mais c'est beaucoup plus que ça. Je vous invite, mon courriel figure au bas de quasi presque toutes les diapos. Allons-y. Alors, Blomert avait présenté Language Ideological Debates, alors les débats idéologiques sur la langue ou les débats idéologiques linguistiques. Alors, c'est vraiment cette question de s'attarder à des débats où la langue a une place centrale, que ce soit le sujet, l'arrière-plan, ce qui est visé, mais c'est vraiment là où on peut voir les idéologies linguistiques être articulées, évoluer, renforcer ou même créer. Alors, il ne faut pas juste, quand on parle de langue, même quand on parle, on ne peut pas se séparer des questions d'idéologie linguistique. Alors, ces questions-là doivent figurer. Alors, si on choisit de parler de politique linguistique, on ne peut pas faire abstraction des idéologies linguistiques. Et en reconnaissant, comme mes collègues de l'Université de Moncton, Boudreau et Dubois ont signalé en 2007, on ne peut pas prendre pour acquis que les idéologies sont transparentes, ouvertes et explicites, parce que ce sont des croyances. Mais pour aller de croyances à idéologie, c'est parce qu'elles sont partagées au sein d'une communauté. Elles ne sont pas fixes ou stagnantes, elles sont évolutives et on peut avoir au sein d'une grande communauté géolinguistique ou géophysique différentes idéologies linguistiques qui circulent. À un moment donné, sont même perçues comme du bon sens. Alors ça, c'est quand on dit qu'elles sont naturalisées, que les gens ne se questionnent même plus que ce sont des idéologies, c'est pris comme des vérités du sens commun. Et c'est là que ça devient un petit peu dangereux. Mais d'aller les repérer, il faut vraiment faire beaucoup de réflexion, d'introspection, d'observation, puis d'essayer de tirer les liens. C'est pas quelque chose où quelqu'un va commencer à parler et dire « mon idéologie linguistique est… » Alors, il faut vraiment faire autrement. L'insécurité linguistique est vraiment au cœur de mes travaux et depuis le tout début. Et on a vu une évolution d'une perspective de folk linguistique où le concept de l'insécurité linguistique, qui était vraiment dans le domaine des chercheurs, notamment en sociolinguistique, en sociologie, mais elle a été appropriée particulièrement au Canada et je dirais en Ontario français par les membres de la communauté même. Alors, on voit beaucoup la FESFO, qui est la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, le FCFA, la SELF, parler d'insécurité linguistique. Et il y a quand même une certaine distance entre ce que les chercheurs avançaient comme définition et la façon qu'elle est reprise par les communautés. Et c'est très intéressant de remarquer ça durant les 3 ou 4 dernières années.
Une de mes définitions préférées de l'insécurité linguistique provient d'Annette Boudreau de l'Université de Moncton. Alors, ça agit sur les pratiques langagières et ça influence le choix de parler ou même de se taire, prendre la parole ou non. Ça change la variété, ça peut changer le registre. J'ai déjà vu des gens, lorsqu'ils changent de situation, changer d'accent, changer de prononciation, parce qu'ils reconnaissent que leur variété du français n'est peut-être pas celle qui est valorisée dans le milieu où ils sont. Alors, la peur du ridicule devient très, très forte à ce moment-là. On ne peut pas non plus défaire la question d'insécurité linguistique du concept de violence symbolique qui avait été avancé par Bourdieu et Passeron. Puis ici, on rentre vraiment dans l'ordre social, la reproduction de l'ordre social. Et s'il y a des endroits de reproduction, ce sont bien les écoles, les collèges, les universités. Il y a des relations de pouvoir. Et c'est une situation, et ce n'est pas limité à la langue, là, mais dans des situations de langue, c'est que les dominés commencent à percevoir l'hiérarchie sociale comme étant légitime et naturelle. Alors, ils commencent à donner le pouvoir de leur perception à ceux qui dominent, même si les dominants peuvent être minoritaires en nom. Alors, ils intègrent à leur vision du monde la perspective des dominants. Alors, le résultat de ça, c'est qu'ils se font une représentation négative d'eux-mêmes et vivent un fort sentiment d'infériorité et de dévalorisation. Alors, quels sont l'impact de vivre de l'insécurité linguistique de façon continue, de vivre des situations de violence symbolique? C'est que le regard de l'autre, alors ça commence avec l'autre. C'est pas quelque chose qui naît en moi, c'est suite à une rencontre avec l'autre, je commence à intérioriser des attitudes négatives au sujet de moi-même. Ça peut mener à une participation diminuée, et un mot que j'haïs beaucoup, là, un décrochage de son groupe linguistique, dans ce cas ici. Dans mes recherches, on peut voir un faible taux de rétention, la perte de sa voix, alors choisir ne pas vouloir parler, et l'exclusion. Combien de fois est-ce que tu dois être exclu avant de te retirer? Alors, c'est pour ça que j'aime pas le mot décrochage, parce que le mot décrochage met toute la responsabilité sur la personne qui quitte, sans porter de questions à qu'est-ce qui fait quitter cette personne-là. Alors ici, je vous renvoie à toutes les tentatives de prendre sa place. Mais cela peut mener à un risque d'implosion de la communauté linguistique en milieu minoritaire. Alors, l'insécurité linguistique et la violence symbolique ne laissent pas place à la diversité et la complexité, notamment de l'identité franco-ontarienne, francophone de l'Ontario, selon l'expression que vous préférez. Alors, dans les prochaines diapos, je vais passer assez rapidement, mais vous allez avoir accès au PowerPoint, puis je vous encourage d'aller lire certaines des citations d'élèves et d'étudiants qui sont présentées. Et c'est la pointe de l'iceberg, vraiment. On est rendu aujourd'hui en 2022. J'ai repris une étude qui avait été faite en 2010-2011 et j'ai refait une collecte de données auprès d'une communauté semblable qui est présentement, qui était étudiante à l'Université d'Ottawa en 2019-2020, 2018-2019, 2019-2020. Et ce qui est surprenant, décevant, mais pas surprenant, c'est que plus le temps passe, plus la société évolue, je revois les mêmes commentaires. Et ça me rend un peu perplexe parce que je sais qu'il y a eu énormément d'interventions qui ont été menées à la suite de mes données originales. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on entend encore des commentaires semblables?
ici, je dois vraiment prendre le temps de remercier l'Université d'Ottawa qui m'encourage vivement dans mes recherches sur le meilleur terrain de recherche possible lorsqu'on veut regarder les questions de francophonie en milieu universitaire. C'est vraiment de faire les recherches à l'Université d'Ottawa. Et je remercie vraiment tous les niveaux, que ce soit la faculté ou l'université at large, de leur appui pour mener et diffuser les résultats de mes recherches. Alors, vous pouvez trouver ces différents endroits où vous pouvez trouver des articles, des écrits. Vous pouvez communiquer avec moi pour une bibliographie au besoin. Alors, j'aimerais commencer avec quelque chose que j'ai trouvé en 2006 en lisant le droit. Et à ce moment-là, j'étais en train de faire l'analyse de mes données et de rédiger ma thèse de doctorat. Et ça m'a un peu frappée lorsque je suis tombée sur un entretien qui était dans le droit. Et c'était un texte d'opinion sur ce qui distingue les franco-ontariens des autres. Et ici, la professeure dit le peu d'entrain des franco-ontariens face aux cours en français est également d'ordre culturel, parce qu'elle se questionnait à savoir où étaient les francophones dans les cours en français. Elle dit que le rapport des franco-ontariens au français est différent des Québécois, des franco-manitobains et des Acadiens, parce que dans sa perception, puis c'est une professeure à temps partiel ici, qu'elle disait que, en fin de compte, de sa perspective, les franco-ontariens, la langue était seulement une langue, qu'il n'y a pas de grande figure culturelle unificatrice en Ontario français. Et je répète, c'est sa perception. Il dit qu'il n'y a pas de Gabriel Roy comme au Manitoba, pas d'Antonine Maillet comme en Acadie. Alors, elle dit que le fait de parler français en Ontario ne s'appuie sur aucune identité culturelle claire et forte. Ce qui était intéressant, c'est qu'en 2004, l'Ontario a lancé sa politique d'aménagement linguistique pour les écoles, de la première à la 12e année. Depuis, en fait, 1994, avec les premiers documents, il y a eu énormément de travail dans le système scolaire de maternelle à 12e année pour justement mettre au premier plan les modèles accessibles, pas juste présents, mais passés, de développer cette identité linguistique forte, même en reconnaissant que les élèves qui sont dans les écoles de langue française n'ont pas que le français comme langue ou comme culture, en raison de la grande diversité de la population à l'échelle de la province. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le travail qui se faisait en milieu scolaire n'était pas connu de cette professeure, et j'oserais croire de plusieurs personnes qui n'ont peut-être pas d'enfants en milieu scolaire francophone de l'Ontario. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer que tout le travail qui est fait dans le système scolaire pour que les élèves quittent avec une identité forte, avec un sens culturel fort, puis ils te le disent, hein, je suis venue à l'université pour améliorer mon français, pour garder mon français. Comment est-ce que ce travail-là ne peut éviter d'être défait par des commentaires qui sont de l'ordre de violence symbolique? C'est pas que la personne veut faire du mal, mais qu'elle ne réalise pas que ce qu'elle dit peut faire du mal. Voici, Régine était une des participantes à mon étude doctorale. Je l'ai rencontrée le 25 août, puis je lui ai demandé « Qui es-tu? » Puis elle m'a dit « Je suis francophone. Je suis bilingue, francophone à cause de mon père et ma culture et mon éducation, mais ma mère est anglophone, donc bilingue. » 2 semaines plus tard, elle m'écrit, et elle avait le choix de m'écrire en français et en anglais. Moi, je communiquais qu'en français. Elle dit « The Anglophones in my program are great. I spend most of my time with them. » Un programme offert uniquement en français, en passant. And it's difficult integrating with the francophones. Alors, on voit déjà là, le othering qui a lieu. Puis moi, j'ai répondu très perplexe, parce que je suis comme « Salut Régine, je pensais que tu étais dans un programme en français. » Elle dit « Oh non, non, les anglophones, c'est des jeunes comme moi qui sont du nord ou du sud, ou même de l'immersion française. Les francophones, c'est les gens de l'Est ontarien et du Québec. » Alors, c'est tout un changement qui s'est opérationnalisé à moins de 10 jours en milieu postsecondaire. Mais c'est pas juste en milieu postsecondaire bilingue. Ici, Emma est allée à l'université anglophone, puis elle avait
eu une certaine difficulté dans un cours de mathématiques parce qu'elle utilisait des mots différents pour une preuve. Puis on voit nettement, je ne suis pas mathématicienne. Et puis, on voit que le professeur, lorsqu'elle a démontré un peu de confusion linguistique, n'a pas voulu reconnaître, parce qu'elle avait un très bon anglais, qu'elle pouvait être francophone et qu'en tant que diplômée d'une école secondaire de langue française en Ontario, qu'elle pouvait vivre ces difficultés linguistiques-là. Maya a également fréquenté une université de langue anglaise. Pour elle, c'était important en tant que future intervenante dans les sciences de la santé de s'assurer de faire ses stages, de faire sa formation près de chez elle. Puis c'était vraiment à partir d'une expérience que sa grand-mère avait vécue dans un hôpital du sud-ouest de l'Ontario. Mais lorsqu'elle a soulevé ça dans son cours à l'université en anglais, lorsqu'on parlait de multilinguisme et tout ça, on ne voulait pas, même si c'est une région désignée sous la loi 8, on ne voulait pas reconnaître la légitimité de ses propos ou de ses inquiétudes. J'ai enseigné un cours aussi dans mes premières années à l'Université d'Ottawa. C'était un cours de français langue seconde qui s'appelait le français d'ici. Et voici le commentaire que j'ai reçu sur une très belle évaluation. L'évaluation de cours était très positive, mais l'étudiant a pris le temps de me laisser un commentaire comme quoi, puisque j'avais traité des Acadiens et des Franco-Ontariens, à son avis, ce n'était pas réellement un cours au sujet des francophones. Alors évidemment, j'avais manqué à transmettre des informations au niveau des francophones. Et ce qui ressort dans les années, c'est pas la première fois où une étudiante va me dire « je n'ose plus parler » face à la façon qu'on réagit à sa prononciation, à son accent, sans s'attarder au contenu. Mais que lorsque des gens qui sont de l'Europe ou d'ailleurs, lorsqu'ils, eux, utilisent ou insèrent de l'anglais dans leur français, ça passe comme du beurre dans une poêle chaude, comme dirait mon arrière-grand-père. Alors, quand des étudiants te disent « je me sens diminuée, dévalorisée, invisible », comment agir? Alors, beaucoup de mes travaux, le puis-après de mes travaux, visent à travailler auprès des étudiants pour leur donner plus de résilience face à ces commentaires qui pourraient créer de l'insécurité linguistique. Comment les garder en situation de sécurité linguistique? Comment éviter les effets de la violence symbolique? Alors, ce qu'on constate, puis ça ne sera pas nouveau pour vous, c'est qu'il y a un décalage entre la norme qui est privilégiée en milieu scolaire, alors les écoles. Alors, il y a un français, il y a un registre de langue privilégié à l'école, de la maternelle à 12e année, qui est très différent de la norme privilégiée en milieu universitaire. Alors, la norme, elle est soutenue pas nécessairement dans le sens littéraire, mais on rentre dans un nouveau français qui est disciplinaire. Il faut prendre les mots justes. Alors, plus on va dans sa scolarité, plus les mots passe-partout ne fonctionnent pas. Plus il faut être précis et connaître le vocabulaire de cette discipline. Et en fin de compte, c'est d'apprendre un nouveau français. Mais ce n'est pas présenté comme ça. Donc, si je ne comprends pas, ça doit être parce que mon français est fautif, plutôt que comprendre que je suis en train d'augmenter les variétés et les normes de français dans ma boîte à outils. Il y a énormément de méconnaissance de la différence des normes entre l'oral et l'écrit. Ils le savent, mais c'est loin, puis c'est perdu dans la transition, et des registres. L'insécurité linguistique, elle est prononcée, particulièrement durant les premiers mois de la transition aux études postsecondaires, mais je dirais également aussi, on le voit comme l'a noté Desabrès dans sa thèse de doctorat, lors des études à la maîtrise ou au doctorat, où des francophones ne se sentent pas à l'aise d'écrire leur thèse en français ou leur mémoire, malgré avoir complété des études de premier cycle ou de deuxième cycle en français. On voit beaucoup d'élèves et d'étudiants qui font recours à l'anglais pour les travaux ou, dans les premiers mois après la première année, font le transfert à des programmes ou des cours en anglais et quittent les programmes francophones pour les programmes anglophones. Ce n'est pas unique à l'Université d'Ottawa, parce que lorsque je présente un peu partout au Canada en milieu linguistique minoritaire, les gens viennent me dire
je pensais que tu avais fait ton étude chez nous parce que tu me décris. Mais la majorité de mes études ont eu lieu auprès de jeunes qui étaient à l'Université d'Ottawa. Alors, les idéologies monolingues persistent, surtout en tant que bilinguisme comme deux monolinguismes. Et en fin de compte, on célèbre très peu un bilinguisme de haut niveau et on n'est pas ouvert au transfert entre les deux. On a des perceptions extrêmement normalisées de qui est un locuteur légitime de français et membre légitime de la communauté francophone. Alors, on va diviser les gens en francophones, francophiles. Mais je connais beaucoup de gens dont la langue maternelle est le français qui n'aiment pas le français. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être francophone? Je parle français, je suis francophone. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan culturel? Je participe à ma culture. Il y a énormément de mécanismes d'inclusion, d'exclusion et de domination entre les francophones. Ils sont profondément enracinés et ces fautes, c'est peut-être l'impact de le manque de présence des minorités francophones dans l'enseignement, tant du côté anglais, on ne parle pas beaucoup d'eux, on ne parle pas beaucoup des minorités francophones non plus en milieu majoritaire linguistique. Et l'insécurité linguistique, ce n'est pas seulement réservé aux étudiants, ça se passe aussi chez le personnel, chez les professeurs, chez les enseignants. Alors, la question qui me préoccupe beaucoup par rapport à l'avenir du postsecondaire en français, c'est comment assurer la santé et la sécurité des jeunes francophones, de notre personnel et notre communauté, parce qu'on ne veut pas aller vers l'implosion. Alors, l'accès, puis après. Alors, il faut vraiment reconnaître que l'accès n'est pas égal. Hein? Alors, vous avez une rose des vents, là. Il faut tenir compte des réalités géographiques. Quand on parle de pour et de par, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Et comment est-ce qu'on est en train d'exclure? Est-ce qu'on revient à toute cette question-là de souche? Pour moi, beaucoup des discours de pour et par me font peur. Parce que j'entends trop souvent des voix qui ressemblent à celles de Denise Bombardier par rapport à cela. C'est comme, c'est beau qu'ils parlent français, mais c'est-tu vraiment pour eux, par eux? Est-ce que les francophones actifs dans les communautés en milieu minoritaire se voient vraiment reflétés dans le personnel, dans le corps professoral, dans les administrateurs de leurs établissements, que ce soit les écoles, que ce soit les universités? Il faut vraiment entrer dans une perspective de complétude institutionnelle, du préscolaire jusqu'au perfectionnement professionnel. Mais plus on avance dans la flèche, plus il est difficile de garder le même niveau de contrôle. Parce qu'en Ontario, c'est toujours un privilège de pouvoir faire carrière en français. Alors, si je suis juriste, je peux exercer mon métier en français. Si je suis enseignante, si je suis professeure, si je suis artiste, il y a certains secteurs où c'est facile de travailler en français, mais il y en a d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Et quand on est dans le monde du travail, la place au français, particulièrement dans le privé, devient plus difficile. Donc, on a des gens qui sont très convaincus, mais dès la fin du secondaire, s'ils n'avaient pas accès à des études en français à proximité de chez eux, ils ont passé en anglais. Puis à un moment donné, exercer ton métier en anglais fait que tu perds une aisance dans dans le vocabulaire, dans la capacité de parler ce niveau de français-là. Alors, qu'est-ce que tu fais au niveau de perfectionnement professionnel? Si ton conjoint, ta conjointe, si vous partagez une autre langue, quelle est la place du français? Et ça complexifie. Et les réalités d'accès préscolaire et de scolarité obligatoire ont aussi une incidence sur les langues choisies dans la famille. C'est beau de dire je veux faire un doctorat, mais est-ce qu'il y a réellement des professeurs qui comprennent le français et qui peuvent m'appuyer dans ma démarche en français au doctorat, qui sont vraiment, qui ont de la place pour des étudiants et qui sont disponibles? Alors, comment est-ce qu'on réconcilie les réalités et les logiques
de l'offre des programmes, particulièrement aux études supérieures et les postdoctorats, avec les convictions linguistiques. Alors, il faut planifier pour la langue et pour l'équité. Il faut reconnaître les biais. Il faut reconnaître qu'égalité n'est pas synonyme d'équité. Il faut vraiment se poser des questions sur le contrôle social. J'ai trouvé très intéressant de 2013 à 2018 que tout le discours qui disait qu'on avait besoin d'une université pour et par les francophones de l'Ontario. L'université de Hearst était absente du discours de la majorité des intervenants. Et lorsqu'on essayait, certains d'entre nous, de ramener le fait que l'université de Hearst était un bel exemple, qu'il y avait des choses de possibles, on disait, ben oui, mais l'université de Hearst, c'est différent. Mais l'université de Hearst, elle est pour et par les francophones, même si elle avait une relation avec l'université Laurentienne, mais elle a vu accroître son autonomie au 21e siècle. Qui est le public cible? Est-ce qu'on sait vraiment ce que veut ce public-là? Est-ce qu'on les représente vraiment? Comment entrer en relation avec authenticité, intégrité et collaboration? S'il y a une chose où on ne peut pas se permettre une mentalité de compétition, c'est vraiment au niveau des études postsecondaires en Ontario français. Et quand on parle d'accès, il faut vraiment voir les coûts réels, mais aussi l'accueil, la rétention, le succès. Qu'entend-on par succès? Et l'insertion post-études secondaires. Alors, comme mot de fin, ça fait 50 ans, mais plus que 50 ans qu'on a une loi sur les langues officielles, mais où est-ce qu'on en est? Tous les gains qu'on a fait en Ontario, on a appris durant les 4 ou 5 dernières années qu'ils ne sont pas inscrits dans le ROC. Comment est-ce qu'on peut assurer une pérennité et qu'on n'ait pas à reprendre les mêmes crises à tous les 20 ou 30 ans. Il faut vraiment regarder un impact plus grand des politiques sur les minorités linguistiques et pas juste les politiques linguistiques. En fin de compte, tous les politiques publiques devraient avoir un élément linguistique, non seulement pour les minorités linguistiques, mais aussi pour les langues autochtones. Alors, comment est-ce qu'on peut créer cette idée de conscience sociolinguistique, becoming language aware, non seulement chez la minorité, mais aussi chez la majorité? Et cette conscience linguistique et les politiques d'aménagement linguistique doivent faire des percées dans le secteur privé. Alors, Miigwech, merci de votre écoute. Thanks.